Dimanche 19 novembre 2023. Bienvenue à l'équipage de la mission Opération Icebridge. Étape numéro 2. À 13h15, après avoir transféré notre matériel d'un avion à l'autre, nous sommes à bord de notre DAR TBM 930 et validons notre plan de vol avec les autorités compétentes. Nous informons la tour de contrôle de notre intention de décoller de la piste 34 en direction du nord. C'est reparti pour 1548 km en 3h06 jusqu'à Oppdal. Gander Center PJ7070 is type Dahar TBM 9 miles north of St. John September Sense Pides. Request flight following. Au revoir Saint-Johnès, nous prenons la direction du nord vers le cap Biscayankov. Quelle vue splendide! Nous quittons Pouchkov pour 32 km et glissons entre les nuages et la baie de Conception jusqu'à baie de Verdey. Baie de Verdey est la communauté la plus au nord de la baie de Conception. Le temps semble s'éclaircir. Nous passons Gradkov et quittons la péninsule d'Avalon. Encore 38 km au-dessus de la baie de Trinity avec à droite l'océan Atlantique. Nous arrivons à la péninsule de Bonavista par Little Catalina. La péninsule de Bonavista est principalement composée de collines boisées avec des côtes abruptes. La région contient certains des plus anciens lieux colonisés par les Européens à Terre-Neuve, dont Trinity et Bonavista. Les villes et villages de la péninsule de Bonavista ont traditionnellement tiré leur richesse de la pêche à la morue. Depuis les années 1980, la surpêche a fait s'écrouler les stocks et la population est en déclin. Nous arrivons au nord de la péninsule et survolons le parc provincial de Dinjon. Il se situe près de la ville de Bonavista. Ce petit parc de 2 hectares protège 2 arches naturelles reliées à un gouffre littoral issu d'une ancienne grotte marine écroulée à la mer. Nous arrivons à l'emblématique phare de la péninsule. Le phare de Cap Bonavista a fonctionné de 1843 à 1962, et maintenant un musée provincial, contenant une exposition sur la vie dans un phare pendant les années 1870. Il a été construit entre 1841 et 1843 pour marquer les entrées des bailles de Bonavista et de Trinity et pour aider les marins en route pour le Labrador. C'est le 4e plus ancien phare de Terre-Neuve. Le bâtiment en bois à 2 étages est construit autour d'une tour en maçonnerie surmontée d'une lanterne. Le phare de Cap Bonavista est l'un des rares au monde où vous pouvez encore monter dans la tour en pierre et voir le même appareil d'éclairage catoptrique alimenté à l'huile de phoque qui était utilisé dans les années 1800. C'est l'un des endroits les plus photographiés de Terre-Neuve et Labrador. C'est un lieu privilégié pour observer les baleines, les icebergs et les macareux. Nous traversons la baie de Bonavista. Cette dernière est une large baie située entre les caps Friel et Bonavista. Elle a une largeur d'environ 65 km et comprend de nombreuses îles densément boisées qui protègent la terre ferme des vents du nord-est. Ces îles créent en pratique des centaines de kilomètres de mer intérieure.
baie de Bonavista est connue pour son littoral accidenté et ses nombreux villages de pêcheurs, dont le plus grand est Bonavista. Le courant du Labrador, qui passe au large du Cap Frill, remplit régulièrement la baie extérieure d'eau froide, dont la température est inférieure à -1°C, et y dépose occasionnellement un iceberg. Cependant, la baie intérieure, qui est à l'abri, se réchauffe suffisamment pour permettre la reproduction des homards et soutenir une importante pêche côtière à la morue. Nous remarquons le mauvais temps devant nous et n'aurons pas d'autre choix que de le traverser. Étant donné la température extérieure proche de 0°, il y a de fortes chances que nous rencontrions des chutes de neige et même un peu de glace sur les lacs. Ça y est, nous y sommes, le froid glacial se fait sentir et les paysages sont gelés. Nous arrivons au lac de Gandé. Gandé est une municipalité canadienne située dans le nord-est de l'île de Terre-Neuve. Elle se trouve à environ 40 km au sud de Gandé Bay, un peu moins de 100 km de la ville de Twilingat et 90 km à l'est de Grand Falls Windsor. Le territoire de la ville abrite l'aéroport international de Gandé, ancienne escale importante pour le ravitaillement des vols transatlantiques. Il abrite encore une base aérienne militaire, ainsi qu'un centre de contrôle aérien, rattaché au centre de contrôle océanique de Gandé. L'activité de la ville est très liée à cet aéroport qui fut créé dans les années 1930. De nombreuses rues de la ville portent d'ailleurs des noms d'aviateurs. Lorsque les États-Unis ont fermé leur espace aérien dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, l'aéroport international de Gandé a accueilli 38 avions et a hébergé et nourri près de 6700 évacués pendant plusieurs jours. La surface du lac commence à se figer sous l'effet du gel, avec le thermomètre qui indique 0°. Le vent soufflant à 80 km/h et accompagné de neige nous donne l'impression d'être en pleine tempête. Malgré ces conditions, notre DAR TBM 930 reste remarquablement stable, démontrant ainsi ses excellentes performances. Nous poursuivons notre route vers Bishop-S Falls. Bishop-S Falls est une ville située dans la partie nord-centrale de l'île de Terre-Neuve, dans la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador. Elle compte une population de 3082 habitants. La ville est située sur la rivière Exploit, près des villes de Grand Falls, Windsor et Boatwood. Elle est souvent considérée comme ayant les températures estivales les plus chaudes de toute la province. Le chemin de fer a joué un rôle majeur dans l'histoire de la région, la ville étant un carrefour central lors des voyages du train Newfi-Poulette. Il existe un pont à treillis dans la ville qui est le plus long à l'est du Québec. Le pont actuel est le dernier de nombreux ponts qui ont été construits et détruits par les forts courants de glace et une inondation qui se produisent en hiver. Le pont de Bishop-S Falls, autrefois un pont de chemin de fer, est maintenant une promenade et un sentier pour VTT. Il s'étend sur 282 mètres, 927 pieds, à travers la rivière Exploit, ce qui en fait le plus long pont de Terre-Neuve, plus long même que le Titanic. Il a été construit en 1901 et est illuminé chaque nuit. Poursuivons encore sur 140 km avec un vent violent proche des 100 km/h sur des étendues gelées jusqu'à Deer Lake. Gander Center PJ7070 do Milcotter Sense Pides. Deer Lake est une ville canadienne connue pour son aéroport régional. Elle est proche du parc national du Gros Morne et possède une centrale hydroélectrique sur la rivière Imbert. La ville, riche en attractions touristiques, offre une variété d'activités de plein air, ce qui en fait une destination attrayante pour les visiteurs. Elle a une histoire intéressante, ayant été fondée par des colons de l'île du Cap-Breton en 1864. Aujourd'hui, elle continue de jouer un rôle important en tant que porte d'entrée de la grande péninsule du Nord. Après notre métamorphose de cap, nous nous enfonçons maintenant vers le nord, voguant sur 300 km jusqu'à Saint-Anthony. Ascension requise,
la toile de neige se déploie à nouveau sur la grande péninsule du Nord, baptisée aussi la péninsule Nord-Terme. Elle tisse son histoire dans l'étoffe du temps et arbore deux joyaux classés parmi les vestiges mondiaux, l'Anse aux Midoses et le parc national du Gros Morne. Les reliefs de la grande péninsule du Nord dessinent une fresque variée, mêlant plaine, collines et montagnes. Le parc national du Gros Morne, érigeant sa majesté sur la péninsule, se démarque par un relief saisissant, où des fjords profonds, des cimes altières et une palette géologique variée s'entrelacent. Les contours de la péninsule sont caressés par plusieurs bailles, tandis que la rivière Aber danse son chemin à travers cette terre. Le climat de cette contrée peut se montrer capricieux, surtout en hiver, sous l'influence du terrain accidenté et l'embrassade des vents occidentaux venus du golfe du Saint-Laurent. Cependant, malgré ces tourments atmosphériques, la splendeur naturelle de la région et sa trame historique en font une escale prisée des voyageurs, une destination où se mêlent le charme du passé et la majesté des éléments. Nous passons Rodicton. Cette communauté a fusionné avec l'ancienne ville de Bidarm le 1er janvier 2009 pour créer la ville de Rodicton-Bidarm. Rodicton a été fondée en 1906 par la Grenfell Mission qui a commencé une opération de Syrie dans la région. Le nom de la ville a été changé en l'honneur de Thomas George Rodick, un partisan de la mission. Les premiers colons permanents de la communauté étaient des résidents d'Anglais et de Wildcove qui y sont allés pour travailler dans l'opération de la Syrie et pour défricher des terres pour la culture des récoltes pour l'hôpital de Saint-Anthony. Une grosse perturbation nuageuse est formée devant nous. Nous montons jusqu'à 12 000 pieds pour passer par-dessus. Gander Center PJ70 0 Hewitt Mills 6 cents Pies. Le mauvais temps est confirmé sur les cartes météo. Nous survolons à présent sous les nuages la baie de Hachère bordée au nord par le village de Saint-Anthony sous l'arc-en-ciel. Saint-Anthony est le principal centre de service pour le nord de Terre-Neuve et le sud du Labrador. Le village est traversé par la route 430 qui rejoint Edicove à l'ouest. L'histoire de la colonisation européenne de Saint-Anthony remonte au début du XVIe siècle, lorsque les pêcheurs français et basques utilisaient le port bien abrité comme une station de pêche saisonnière. Un dernier virage à gauche à l'Anse aux Midoses et nous quittons Terre-Neuve. L'Anse aux Midoses est un site archéologique situé à la pointe septentrionale de la grande péninsule du Nord sur l'île de Terre-Neuve, dans la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador. Il s'agit du seul site de présence scandinave en Amérique du Nord hors du Groenland qui soit indiscutable. Le site a été découvert en 1960 par l'explorateur norvégien Ejingstad et sa femme, l'archéologue Hans Stilingstad. Les vestiges d'un village scandinave datant d'environ 1000 ans ont été mis au jour. Le site contient les restes de 8 bâtiments construits avec de la tourbe sur une structure en bois. L'Anse aux Midoses pourrait avoir servi de camp de base pour l'exploration scandinave de l'Amérique du Nord, y compris des régions plus au sud. Le site a été désigné comme site historique national du Canada en 1968 et comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1978. Avant l'arrivée des Scandinaves, l'Anse aux Midoses aurait été habité par 5 groupes autochtones, le plus ancien datant d'environ 6000 ans. Aucun d'entre eux n'était contemporain de l'occupation scandinave. Nous traversons le chenal de Stray of Bell Island pour 54 km. Le détroit de Bell Isle est un chenal maritime situé à l'est du Canada qui sépare la péninsule du Labrador de l'île de Terre-Neuve, dans la province de Terre-Neuve et Labrador. Le détroit est la sortie nord pour le golfe du Saint-Laurent, les deux autres étant le détroit de Cabot et le détroit de Canso. En tant que tel, il est également considéré comme faisant partie du système de la voie maritime des Grands Lacs Saint-Laurent.
Le détroit mesure environ 125 km de long et varie d'une largeur maximale de 60 km à seulement 15 km à son point le plus étroit, la largeur moyenne étant de 18 km. Le nom est dérivé de l'île de Belle-Île, qui se trouve à l'extrémité du détroit et à peu près à égale distance de Tablehead, Labrador, et Cap Bold, Terre-Neuve. La navigation dans le détroit peut être extrêmement dangereuse avec de forts courants de marée interagissant avec le courant du Labrador, des profondeurs atteignant plusieurs centaines de mètres par endroit, de la glace de mer pendant 8 à 10 mois de l'année, et des conditions météorologiques variables, y compris des tempêtes et du brouillard. Un service de ferry fonctionne dans la partie ouest du détroit entre Saint-Barbe, Terre-Neuve, et Blanc-Sablon, Québec. Le détroit de Belle-Île, situé entre l'île de Terre-Neuve et la péninsule du Labrador, présente un climat caractérisé par des étés frais et des hivers froids. La température annuelle moyenne y est d'environ 2,5 degrés Celsius, avec une moyenne estivale de 10 degrés Celsius et une moyenne hivernale de moins 5,5 degrés Celsius. La précipitation moyenne annuelle varie de 900 mm à 1100 mm. Au printemps, le détroit de Belle-Île est souvent encombré de glace transportée vers le sud par le courant du Labrador. La brumie est très fréquente toute l'année. Bienvenue au Labrador. Labrador est une région géographique et culturelle située dans la province canadienne de Terre-Neuve et Labrador. Il s'agit de la partie continentale de la province et constitue 71% de la superficie de la province, mais n'abrite que 6% de sa population. Il est séparé de l'île de Terre-Neuve par le détroit de Belle-Île. Labrador occupe la majeure partie de la péninsule du Labrador. Il est bordé à l'ouest et au sud par la province de Québec. Labrador partage également une petite frontière terrestre avec le territoire de l'île Killiniq. Labrador a une forme approximativement triangulaire qui englobe la partie la plus orientale du bouclier canadien, une vaste région géographique de sols minces et de ressources minérales abondantes. Son relief est varié, avec des zones de plaine, des collines et des montagnes. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en plein cœur d'une tempête de neige avec de gros nuages noirs bien denses. Le parc national du Gros Morne, situé sur la péninsule, est particulièrement connu pour son relief impressionnant, avec des fjords profonds, des sommets élevés et une variété de formations géologiques. La région est riche en histoire et possède 2 sites classés au patrimoine mondial, l'Anse aux Meadows et le parc national du Gros Morne. Le climat de la région peut être difficile, en particulier en hiver, en raison du terrain accidenté et de l'exposition directe au vent dominant de l'ouest en provenance du golfe du Saint-Laurent. Cependant, la beauté naturelle de la région et sa riche histoire en font une destination populaire pour les touristes. À l'approche de Blacktickle, le ciel s'éclaircit un peu. Blacktickle est un lieu-dit situé sur l'île des Étangs, qui fait partie du territoire non reconnu de Ninatukavu. Elle a une population de 87 habitants. La localité est inaccessible par la route et est desservie par l'aéroport de Blacktickle, une piste d'atterrissage en gravier. Le service de ferry Goose Bay fonctionne de juin à novembre. En 2012, l'usine de poissons locale a fermé. Depuis 2015, elle a été dans les actualités pour sa grande présence d'ours polaires. Un virage à gauche et nous poursuivons vers l'aéroport de Cartwright à 86 km vers l'ouest. Gander Center PJ70 Sub-0 Mil 5 cents Pides. Passons Sandil-Rivet. La rivière Sandil est située à 30 miles au sud-est de Cartwright. Elle est connue pour sa robuste population de saumons de l'Atlantique, ainsi que de truites de ruisseau et de truites de mer. La rivière Sandil est l'un des secrets les mieux gardés de la pêche au saumon de l'Atlantique. Après la région de Cartwright, nous survolons une région montagneuse sur 108 km jusqu'à Rigolet.
est éloignée située près de l'entrée de l'Inlet Hamilton, sur la côte nord du Labrador. Fondée en 1735 par le commerçant franco-canadien Louis Fornel, elle est la communauté inuite la plus méridionale du monde. En 2021, Rigolet avait une population de 327 habitants. La ville est accessible par un sentier de motoneige, l'aéroport de Rigolet, ou de façon saisonnière via un traversier côtier depuis Happy Valley Goose Bay. Rigolet est également connu pour sa promenade en bois, qui s'étend sur 8 km de Rigolet à Doublemer Point, ce qui est en fait la plus longue promenade en bois d'Amérique du Nord. La compagnie de la baie d'Hudson a établi son premier poste de traite à Rigolet en 1836, qui est resté actif jusqu'en 1987. Aujourd'hui, Rigolet fait partie de la zone des revendications territoriales inuites du Labrador et est supervisé par le gouvernement Nunatsiavut. À Rigolet, nous virons à gauche pour longer le lac Melville jusqu'à 160 km dans la partie la plus éloignée de la côte. Le lac Melville est un lac salé situé sur la côte orientale du Labrador, rattaché à Hamilton Inlet à l'est par un étroit passage près du village de Rigolet. D'une superficie de 3069 km² et d'une profondeur allant jusqu'à 300 mètres, il s'étend sur 140 km à l'intérieur des terres jusqu'à ses deux prolongements à l'ouest, Goose Bay et Grand Lake. Entouré de montagnes et de collines rocheuses, le lac est alimenté par plusieurs cours d'eau importants qui drainent une grande partie du Labrador, y compris la Nascaupie et le fleuve Churchill. Une base militaire aérienne, à Happy Valley Goose Bay, date de la Deuxième Guerre mondiale. Le nom de Melville fut donné au lac en l'honneur du vicomte Melville, un éminent homme politique britannique. À mi-chemin vers Happy Valley Goose Bay, nous constatons que le lac commence à geler. C'est normal, nous nous éloignons de la côte où l'air est moins chaud. De plus, le lac est moins profond vers le fond. Une grande partie de l'année, le lac est recouvert de glace, qui commence à se former en novembre et peut persister jusqu'en juin. L'épaisseur de la glace peut atteindre 1,5 m. La glace du lac Melville sert de source de nourriture importante pour la faune locale, notamment les caribous, les ours polaires et les oiseaux. Les caribous utilisent la glace pour se déplacer, tandis que les ours polaires la chassent pour les phoques. Les oiseaux, quant à eux, se nourrissent de petits poissons et autres animaux sur la glace. Le gel de la surface du lac Melville est un phénomène naturel influencé par plusieurs facteurs, dont la température de l'air, la température de l'eau et la vitesse du vent. En 2023, la surface du lac Melville a commencé à geler plus tôt que d'habitude. La formation de la glace a commencé en octobre, soit 2 mois plus tôt que la normale. L'épaisseur de la glace est également plus importante que d'habitude, et en juin, elle atteignait encore 1 mètre. Ce gel précoce de la surface du lac Melville a un impact sur la faune locale. Les caribous ont du mal à se déplacer sur la glace épaisse, tandis que les ours polaires ont du mal à chasser les phoques. Les oiseaux sont également touchés, car ils ne peuvent pas trouver de petits poissons et autres animaux à se nourrir sur la glace. Nous virons à Happy Valley Goose Bay. La ville a été incorporée en 1973 et comprend l'ancienne ville de Happy Valley et le district d'amélioration locale de Goose Bay. La ville est également connue pour abriter la plus grande base aérienne militaire du nord-est de l'Amérique du Nord, la CFB Goose Bay. La ville est située sur un grand plateau sablonneux et a été construite en 1941. Alors que nous survolons la dernière étendue du grand lac de Northwest River, une inquiétude sourde s'installe à bord. Notre escale à Oakdale, qui semblait à portée de main, se transforme soudainement en un défi périlleux. Les tempêtes et le vol à basse altitude ont dévoré notre réserve de carburant, et l'alerte stridente de la jauge d'essence annonce une menace imminente. La tension est palpable, chacun à bord réalise la gravité de notre situation. L'aéroport de Happy Valley Goose Bay, tout proche, offre une lueur d'espoir, mais faire demi-tour semble inutile. Les calculs indiquent que le meilleur choix serait de se diriger vers le prochain aéroport, Postville, CCD4, et de parier sur la possibilité d'y trouver du carburant. AISA réagit avec une rapidité impressionnante, contactant la tour de contrôle de Postville pour obtenir l'autorisation d'un ravitaillement sommaire. L'approbation arrive, mais le soulagement est éphémère. Un sentiment d'urgence persiste alors que nous changeons brusquement de cap, nos regards scrutant la piste 06 de Postville qui se profile à l'horizon. L'approche devient un balai tendu entre le ciel menaçant et notre avion assoiffé de carburant. Chaque mètre parcouru accroît la fébrilité à bord. La piste de Postville se dévoile dans un suspense haletant, et la perspective d'un atterrissage réussi avec un ravitaillement vital devient notre unique bouée de sauvetage. Chacun à bord retient son souffle, conscient que notre destin dépend de la précision de notre manœuvre et de la bienveillance du ravitaillement à venir.
Les enjeux sont élevés, et l'équipage se lance dans cette descente avec une détermination farouche. Chaque seconde compte, et dans ce balai entre le risque et la résilience, notre histoire prend une tournure imprévisible. Piste 06 de Postville en vue. Postville est une ville de 188 habitants, située à environ 40 km à l'intérieur de la baie de Kepocock, à 180 km au nord-nord de Happy Valley Goose Bay. L'aéroport de Postville est à proximité. Postville est inaccessible par la route et peut être atteint uniquement par avion, via l'aéroport de Postville, ou par un service de ferry qui fonctionne entre Nain et Happy Valley Goose Bay pendant la période sans glace de juin à novembre. Des gisements d'uranium sont situés près de Postville. La ville a été fondée au XVIIIe siècle par le marchand franco-canadien Louis Fornel. Elle a été d'abord connue sous le nom de The Post en raison du poste de traite de la compagnie de la baie d'Hudson située dans la région. Le village a été rebaptisé Postville dans les années 1940 par le pasteur pentecôtiste William Gillet qui a aidé à établir la communauté en construisant une école et une église. Le soulagement envahit l'avion lorsque nos roues touchent le sol de la piste 06 de Postville. Un murmure collectif de soulagement s'élève parmi l'équipage et les scientifiques. Le ravitaillement en carburant a été notre bouée de sauvetage, transformant l'angoisse en un calme relatif. Après cette pause stratégique, nos moteurs reprennent leur ronronnement familier. Le décollage de la piste 24 est marqué par un mélange d'appréhension résiduelle et d'espoir renouvelé. Hopdale, notre destination finale, se profile à seulement 66 km au nord. Le paysage, autrefois source d'inquiétude, prend une teinte plus sereine à travers le hublot. Les cieux, maintenant plus cléments, semblent témoigner de notre résilience face à l'imprévu. Alors que nous reprenons notre route vers Hopdale, le sentiment de communauté à bord se renforce, forgé par l'adversité surmontée ensemble. Chacun sait que cette aventure restera gravée dans nos mémoires comme un voyage où la coopération et la détermination ont triomphé des défis du ciel. Aïssa, notre pilote chevronné, établit un contact avec la tour de contrôle de l'aéroport d'Hopdale, sollicitant une approche par l'est, main gauche, en direction de la piste 24. L'espace aérien qui se dévoile sous nos ailes est un kaléidoscope d'îles et d'îlots, une mosaïque naturelle tracée par les caprices de la géographie locale. Au fil de notre survol, une constatation s'impose, le manteau blanc qui habille ces terres n'a pas été renouvelé par les flocons depuis plusieurs jours. Un tableau hivernal, figé dans le temps, mais où l'emprise de l'hiver s'estompe sous les rayons bienveillants du soleil. La lumière révèle un paysage où la neige, autrefois maîtresse des lieux, se retire des collines, laissant place à des reliefs dénudés et des contours redessinés. Ce constat météorologique offre un instant de contemplation aérienne, où la beauté immuable de la nature s'exprime dans la délicatesse des nuances. La fusion entre l'aérien et le terrestre se dévoile dans cette traversée, soulignant l'éphémérité des saisons et la capacité de la nature à se réinventer sous les traits changeants de la météo. À gauche, Hopdale, également connue sous le nom d'Agvittuq en Inuktitut, est une ville située dans le nord du Labrador, la partie continentale de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador. Hopdale est la capitale législative de la région des revendications territoriales inuites du Nunatsiavut, où se réunit l'Assemblée du Nunatsiavut. En 2021, elle comptait une population de 596 habitants. Hopdale a été fondée en tant qu'établissement inuit nommé Agvittuq, qui signifie le lieu des baleines en Inuktitut. En 1782, des missionnaires moraves venus d'Allemagne sont arrivés dans la région pour convertir la population. Ils ont rebaptisé la colonie Hopdale peu après. La mission de Hopdale est toujours debout et est considérée comme le plus ancien bâtiment à ossature en bois au Canada à l'est du Québec. Il est actuellement géré par la Société historique d'Agvittuq dans le cadre d'un musée sur l'histoire des missionnaires de la région. De 1953 à 1968, une station radar commune de l'aviation royale du Canada et de l'United States Air Force était située sur les collines au-dessus de Hopdale.
Après une traversée aérienne de 3h49, l'horloge marque 16h21 locale lorsque nous touchons le sol à Oppdal. Un sentiment de fierté émane de notre équipe, consciente d'avoir surmonté les défis météorologiques pour atteindre ce point reculé de Terre-Neuve et Labrador. Dès l'instant où nous quittons l'avion, nous sommes accueillis par des visages souriants, ceux de scientifiques enthousiastes. Leurs félicitations résonnent dans l'air froid, soulignant notre réussite dans des conditions atmosphériques exigeantes. Une équipe qui partage notre passion pour l'exploration scientifique. Le laboratoire de recherche, moderne et bien équipé, devient notre sanctuaire temporaire. Des cartes topographiques tapissent les murs, des photos aériennes racontent des histoires visuelles, et des équipements scientifiques de pointe promettent des découvertes. L'immensité de leur travail scientifique nous éblouit. Après une présentation captivante de leurs recherches, une invitation à une expédition sur le terrain nous attend avant le coucher du soleil. À bord d'un Cessna 172 équipé de ski, nous nous élançons vers l'est de Oppdal, direction un lac isolé dans le bush. Là, la magie opère, prélèvement de glace et d'eau, peut-être même une session de pêche, offre une expérience scientifique unique. Notre troisième vol de la journée, un exploit inoubliable. Du vol, nous sommes informés sur les répercussions de l'amincissement de la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique. Des données scientifiques suisses éclairent sur l'impact sur la météo dans l'hémisphère nord. Nous prenons conscience des études qui démystifient le trou d'ozone arctique de l'hiver 2019 à 2020, lié aux températures océaniques exceptionnelles.
de 24 minutes, nous atterrissons près d'un lac connu des chercheurs. Aujourd'hui, notre mission se concentre sur le prélèvement d'eau. Le docteur Eleanor, passionné, allume un petit feu, et sous le ciel étoilé, nous partageons l'instant, jetant quelques lignes dans l'eau glacée. De retour à la base, le coucher de soleil peint le ciel dans des teintes enflammées. La nuit tombe alors que nous nous retrouvons entre amis pour déguster notre pêche du jour. Un repas partagé, une journée mémorable achevée, et le repos bien mérité s'installe dans nos esprits comblés. Lundi 20 novembre 2023. Une nouvelle journée se lève après une nuit réparatrice. Nos yeux s'ouvrent sur l'eau glaciale, les premières lueurs du jour caressant les sommets enneigés des montagnes environnantes. Prêt à entreprendre la troisième étape captivante de l'opération Icebridge, notre équipe scientifique se rassemble à 8h du matin autour de notre DART-BM 930, préparée pour une aventure qui nous mènera au cœur d'une vue. Aïssa, notre copilote émérite, ajuste une dernière fois les paramètres de notre vol en ligne droite vers le nord. Les montagnes majestueuses défilent en contrebas alors que nous prenons notre envol, propulsés par l'enthousiasme d'une matinée prometteuse et la perspective de découvrir de nouveaux paysages grandioses. La promesse d'explorer les mystères cachés du Grand Nord ajoute une étincelle à notre mission. Les moteurs rugissent, emplissant l'air froid de leur puissance.
Maintain Niveau DE Ball due to 0 PJ70. En maintenant une altitude élevée, nous évitons les détours touristiques pour nous concentrer sur notre mission principale. Conscient de la nécessité de gérer judicieusement notre carburant pour couvrir la distance prévue, chaque kilomètre parcouru nous rapproche de l'inconnu glacial qui nous attend à Iqaluit. L'aventure continue, notre aéronef fend les cieux, laissant derrière lui les horizons familiers de Hogdal. La magie du Grand Nord dévoilera-t-elle de nouveaux mystères lors de cette étape palpitante de l'opération Icebridge? Chaque instant est une opportunité de faire des découvertes inédites, portées par l'excitation de l'exploration scientifique dans les régions les plus reculées du Canada. Alors que nous grimpons doucement jusqu'à 28 000 pieds, la température descend à moins 37 degrés Celsius. Les immenses étendues glacées que nous observons sont la banquise arctique. La banquise est une masse de glace flottante qui se forme dans les mers arctiques. Elle est composée de neige et de glace de mer, et elle peut atteindre une épaisseur de plusieurs mètres. Les contrastes enneigés que nous voyons sont dus à la différence de température entre la glace et les eaux libres. La glace est plus froide que l'eau, ce qui lui donne une couleur plus blanche. Les eaux libres, quant à elles, sont plus sombres, ce qui permet de distinguer les contrastes entre les différentes zones. Les mers gelées que nous voyons sont également dues à la différence de température. Les mers qui sont plus proches des pôles sont plus froides et donc plus susceptibles d'être gelées. Les mers qui sont plus proches de l'équateur sont plus chaudes et donc moins susceptibles d'être gelées. Aux 3/4 du parcours, nous entamons notre descente en douceur, traçant notre couloir d'approche vers la piste 34 de l'aéroport international d'Iqaluit. Les nuages aux couleurs enflammées que nous voyons sont causés par la réfraction de la lumière du soleil par les cristaux de glace. Les cristaux de glace sont de différentes tailles et formes, ce qui donne aux nuages des couleurs différentes. Le soleil se couche plus tôt à mesure que nous avançons vers le nord. C'est parce que la Terre est plus inclinée au pôle que sur l'équateur. À l'équateur, le soleil est au-dessus de l'horizon pendant 12 heures par jour, toute l'année. Au pôle, le soleil peut ne pas être visible pendant plusieurs mois d'hiver. En observant ces changements, nous pouvons mieux comprendre les effets du changement climatique sur l'Arctique. La fonte de la banquise, les contrastes enneigés ou non, et les nuages aux couleurs enflammées sont tous des signes du réchauffement de la région. Ces changements ont des implications importantes pour l'environnement et les populations locales. En regardant par le hublot, nous pouvons voir les effets du changement climatique en cours dans le Grand Nord. La banquise est de plus en plus mince et fragmentée, et les mers arctiques sont plus ouvertes que jamais. Nous savons que ces changements sont causés par l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui piègent la chaleur et réchauffent la planète. L'Arctique est l'une des régions les plus sensibles au changement climatique. Les températures y augmentent 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Cette augmentation des températures a des conséquences importantes sur l'environnement et les populations locales. La fonte de la banquise perturbe les migrations des animaux sauvages, tels que les ours polaires et les phoques. Elle rend également les eaux arctiques plus accessibles aux navires, ce qui augmente le risque de pollution. Les populations locales, telles que les Inuits, sont également touchées par le changement climatique. Elles sont de plus en plus confrontées à des problèmes tels que la perte de leurs terres ancestrales,
la diminution des ressources alimentaires et l'augmentation des risques sanitaires. Notre mission de recherche est importante, car elle nous aidera à mieux comprendre les changements climatiques et à trouver des solutions pour les atténuer. En observant les changements qui se produisent dans le Grand Nord, nous pouvons mieux comprendre les effets du changement climatique sur l'ensemble de la planète. Nos données contribueront à informer les décideurs et à les aider à prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. Nous sommes déterminés à poursuivre notre mission de recherche et à contribuer à protéger le Grand Nord pour les générations futures. Alors que nous scrutons les paysages changeants, des faits alarmants se révèlent. La banquise arctique a perdu 12,5% de sa surface depuis 1980. Les températures dans l'Arctique ont augmenté de 2,2 degrés Celsius depuis 1900, soit 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. La fonte de la banquise a entraîné une augmentation de la fréquence des tempêtes dans l'Arctique. Les populations locales de l'Arctique ont perdu 50% de leurs revenus depuis 1980 en raison du changement climatique. Nous observons des nuages cirrus, qui sont des nuages blancs et filiformes, causés par la sublimation de la glace. Les mers arctiques sont souvent bleues ou vertes, leur couleur dépendant de la quantité de plancton et de glace présente. Parmi les animaux que nous apercevons figurent des ours polaires, des phoques et des baleines. Ces espèces emblématiques de l'Arctique sont adaptées à la vie dans ces conditions extrêmes, mais elles sont maintenant menacées par le changement climatique. Nous sommes conscients que notre contribution est cruciale pour sensibiliser le monde aux enjeux de l'Arctique et inciter à des actions concrètes. En continuant notre mission, nous aspirons à apporter des réponses aux défis posés par le changement climatique et à protéger cette région unique pour les générations futures. La stratégie d'un vol à haute altitude porte ses fruits, et notre voyage s'achève plus rapidement que prévu, totalisant seulement 2 heures et 5 minutes. À l'approche d'Iqaluit, le paysage givré se dévoile sous un ciel nuageux, annonciateur d'une possible tempête de neige. Le sol est recouvert d'une fine couche de glace, reflétant la lumière blafarde de la journée arctique. L'aéronef, guidé par des mains expertes, atterrit avec maîtrise malgré le fort vent de face, s'intégrant dans la toile de l'aéroport. Une fois stationné, nous abandonnons notre fidèle d'ARTBM 930 entre les mains habiles des équipes techniques. Notre équipe, désireuse de partager et discuter des observations de ce vol, se dirige rapidement vers les locaux chauffés de l'aéroport pour un briefing avec nos nouveaux amis scientifiques du prochain vol prévu cet après-midi. Les salutations chaleureuses des chercheurs accueillent notre équipe. Autour d'une table, une carte de la région s'étale, marquée de points stratégiques pour les prochaines observations. Les visages illuminés d'excitation, nous partageons nos découvertes des étendues glacées, des changements climatiques visibles et des défis météorologiques rencontrés en cours de route. Les scientifiques partagent à leur tour des informations cruciales sur les derniers développements dans la région, éclairant notre compréhension des défis environnementaux auxquels l'Arctique est confronté. La fusion de nos expertises crée une synergie qui propulse notre mission vers de nouveaux horizons de connaissances. Au milieu de ces échanges fructueux, une énergie positive émerge, renforçant notre détermination à contribuer à la préservation du Grand Nord. Leur expertise scientifique combinée à notre expérience en vol crée une alliance puissante pour mieux comprendre et lutter contre les changements climatiques qui affectent cette région cruciale. Le briefing s'achève dans un esprit de collaboration et d'anticipation. Les préparatifs pour le prochain vol se dessinent déjà à l'horizon, promettant de nouvelles découvertes et des données cruciales pour éclairer notre compréhension du changement climatique dans l'Arctique. Notre mission se poursuit, portée par la conviction que chaque observation, chaque mesure, contribue à construire un avenir plus durable pour les générations à venir.